Pendant toute la crise du Covid, on a eu une sorte de logorée officielle, des chiffres officiels qui sont passés, et puis toute une façon, tout un discours officiel. Et aujourd'hui, on voit petit à petit que ce discours officiel s'effrite, que les chiffres n'étaient peut-être pas les bons, et finalement, c'est tout l'édifice qui a été bâti à côté de ça qui est en train de s'écrouler petit à petit. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Père Chaillot qui a donc, enfin qui a la chaîne YouTube Décoder l'écho. Je mettrai des liens pour que les gens puissent aller le voir et qui a écrit un livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur. Alors Pierre Chaillot, bonjour. Bonjour François-Xavier et merci de me recevoir sur Drôme Economy. Ah bah, de rien. Et alors, tu es statisticien de formation, c'est-à-dire que ton métier, c'est vraiment la statistique et les chiffres. On est bien d'accord. Oui, mon cursus c'est prépa maths, école d'ingénieur en statistique et puis ensuite voilà j'ai travaillé notamment au sein de l'INSEE. Donc voilà, donc un vrai statisticien, quelqu'un qui connaît les chiffres et qui fait du chiffre, et qui, au début de la pandémie, suivait plutôt le discours officiel. Je ne veux pas être négatif en disant ça, mais on te disait les hôpitaux sont pleins, les services d'urgence sont à Saturé. cran, sont saturés. Toi, tu y croyais et tu relayais un peu ce discours au début. On est d'accord, hein, c'est pas du tout. Oui, moi j'ai cru en effet, parce que c'était la seule source que j'avais été médiatique, au fait qu'il y avait bien une maladie qui circulait chez les individus et notamment et qui envoyait énormément de personnes âgées et pas que d'ailleurs à l'hôpital et que ça a fait déborder les hôpitaux et que du coup voilà, on a eu une belle vague de mortalité qui était due à ce virus et une vague de débord des hôpitaux et que ça a causé des problèmes expliquant notamment cette vague de mortalité. Donc moi, cette partie du discours, moi j'y ai adhéré, j'y ai cru, tant que j'avais comme seule source d'information les médias. Voilà. Et donc, en sortant là, tu as pu consulter les chiffres, regarder un peu les différents chiffres. Et alors, tu t'es aperçu, on le voit en lisant ton livre, qu'en fait, la réalité, on se tutoie parce qu'on est tous deux youtubeurs, hein, donc il y a une complicité de youtubeurs. Mais généralement, je tutoie pas mes invités, mais voilà. Euh, mais donc, non, mais je redeviens sérieux. Donc, en regardant les chiffres, puisque tu as eu accès maintenant aux chiffres, tu t'es aperçu que bah, c'était pas la réalité en fait. Que déjà, au début, il y a pas eu une saturation hospitalière comme on nous l'a raconté. Oui, il y a une chose dans laquelle je suis pas rentré dans le discours et je n'y ai pas cru, c'était sur le fait qu'il y avait une hécatombe quelque part. Tout simplement parce que les chiffres qui étaient présentés médiatiquement ne montraient pas d'hécatombe. Ils faisaient peur aux gens parce que les gens ne connaissent pas la démographie et ne savent pas quel est le nombre de personnes habituellement qui meurent tous les jours. Et donc, ils pouvaient pas se rendre compte que les chiffres annoncés à la télévision étaient parfaitement normaux. Donc voilà, on parlait plus que du Covid dans les médias à partir du mois de janvier 2020 et puis février ensuite. C'était vraiment le sujet, le nouveau virus tueur en Chine. Et puis au bout d'un mois et demi, ils ont annoncé, je sais plus, 2500 morts en Chine. Chine, pays d'1,5 milliard d'habitants. Voilà, il faut savoir que 2500 morts, c'est ce qui meurt tous les jours en France pendant l'hiver. Donc là, c'est sur un mois, dans un pays qui est 20 fois plus grand. Vous avez 2500 morts estampillés de quelque chose, c'est que globalement, il se passe rien et que vous avez compté des morts habituelles. En Chine, il doit mourir quelque chose comme plus de 50 000 personnes tous les jours. Voilà, donc 2500 sur un mois de quelque chose, vous êtes en train de parler d'un non-sujet. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait une vidéo assez tôt pour expliquer ça. En revanche, pour ce qui est de la saturation hospitalière, du coup moi j'avais pas de chiffres. Je savais que c'était pas d'hécatombe, mais je pensais quand même que l'idée de la saturation, puis avec les images, tout était vrai. Et ce n'est qu'en octobre 2021 qu'est sorti un rapport d'une agence qui s'appelle l'ATIH, c'est l'agence technique de l'information hospitalière, qui sort deux rapports, un sur les fameuses statistiques Covid à l'hôpital, et l'autre sur comment dirais-je, l'utilisation de l'hôpital sur toute l'année 2020. Et là, on découvre deux choses, que l'activité Covid en 2020, c'est 2% de l'activité de l'hôpital,
Donc c'est parfaitement ridicule hein, sur toute l'activité hospitalière. Que cette activité, même au plus fort, n'a pas dépassé, donc c'est-à-dire en pleine crise où là on dit voilà c'est Covid partout, c'était maximum 7% des gens qui étaient estampillés Covid, hein, parce qu'il y avait un comptage qui était quand même très large. Et qu'en plus à cette période vous aviez la moitié les hôpitaux qui étaient à moitié vides au plus fort de cette crise. Et donc en fait il s'est pas passé du tout la saturation qu'on a voulu nous faire croire. Il y a bien eu des endroits saturés, mais la puissance de la télévision c'est ça, c'est de faire un cas particulier une généralité, c'est-à-dire qu'en allant filmer que les endroits saturés, ben on présente pas tous les endroits qui sont vides. Et ce qui s'est passé de manière très très simple, c'est que dès le début de l'histoire du Covid, là on est en février en France, même avant le confinement, il y a le gouvernement qui met en place le plan Orsan-REB, qui est le plan qui est censé dire ce qu'on fait en cas de pandémie. Voilà, il y a déjà une stratégie décrite. Et là, ce plan Orsan-REB, il dit voilà, il y a 1500 établissements hospitaliers en France. Sur les 1500, il n'y en a que 38 qui vont être habilités à recevoir du Covid, cette nouvelle maladie qui va toucher tout le monde. Donc vous avez en France 3,5 millions de personnes qui en permanence sont en difficulté respiratoire, sont la Sécu, hein, donc qui sont connus, et qui donc au moindre souci risquent d'avoir des problèmes et de finir à l'hôpital. Ils sont répartis partout. Il y a eu 1500 établissements hospitaliers, mais il y en a que 38 où dès que vous avez un papy, une mamie qui tousse, quoi, un peu fortement et qu'il faut l'envoyer à l'hôpital, ben, il y en a que 38 qui sont habilités à recevoir ce qui sera catalogué comme Covid. Donc de fait, vous créez directement une saturation dans ces 38 hôpitaux. Si vous y envoyez la télé et que vous allez voir que cela, vous allez voir quoi? Bah oui, les trucs qui débordent, mais c'est parce qu'on a un effet d'entonnoir à cause du plan Orsan-REB. Et si vous allez voir les 1400 autres hôpitaux en France qui, eux, sont pas habilités à recevoir ces gens-là, ben vous découvrez du vide. Et c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a saturé quelques endroits précis à cause de décisions administratives, mais que le rapport de la TH nous dit, ben non, en global, c'était vide. Et je me souviens qu'on avait vu à l'époque quelques vidéos. Moi, j'étais aussi au début, enfin jusqu'au premier confinement, je disais rien parce qu'on connaissait pas, on savait pas ce que c'était comme maladie, que les Chinois fermaient des villes entières et je me dis ouais, quand même, enfin c'est un pays où on se fout un peu de la population. Donc, si on ferme une ville entière, il doit se passer quand même des trucs, quoi. C'est un peu dangereux. Donc, bon, à l'époque, je disais. Mais c'est vrai que je me rappelle qu'à l'époque, on voyait déjà quelques vidéos de personnes qui disaient, bah, regardez, je suis aux urgences. Il y a personne. C'est vide. C'est pas vrai que les urgences sont saturées. Et à l'époque, on pensait que c'était des fakes, hein, que ces vidéos-là, c'était, oui, ça, c'était des fakes, des gens qui n'étaient pas vraiment dans une salle d'urgence, qui étaient ailleurs et qui voulaient nous faire croire des choses. Mais effectivement, ça rentre un peu en résonance avec ça. Et est-ce que c'est aussi lié au protocole Orsan-REB, le fait qu'on ait demandé aux médecins de ne pas soigner, en fait, parce qu'il y a eu toute cette période où le médecin généraliste n'avait pas le droit de soigner Oui, le patient. c'est ce que Laurent Mukieli appelle la doxa. C'est que très vite, il s'est imposé une doxa, un discours unique dans lequel il n'y avait pas le droit de sortir, à savoir, il s'agit, il y a un nouveau virus tueur qui arrive, qu'on ne connaît pas, pour lequel absolument aucun traitement ne fonctionne. Et donc voilà, si vous l'avez, vous allumez un cierge, vous prenez un Doliprane, vous restez à dormir, et puis bah voilà, mais vous allez probablement mourir. Donc c'est ça le discours qui est donné. Et qu'il fallait attendre, qu'il fallait mettre en place des mesures exceptionnelles parce que les gens allaient se refiler les uns les autres et mourir tous comme ça. Donc voilà, justifier des choses qui n'appartiennent pas à la science d'ailleurs, on y reviendra peut-être, et puis qu'il fallait attendre le sacro-saint vaccin qui allait nous sortir de là. Et donc cette histoire-là est arrivée très très vite, et en effet il a été demandé aux médecins de ne pas soigner, de ne pas donner de traitement aux gens, et de dire aux gens surtout, n'allez pas, je crois que c'est Véran qui le dit, qu'il fallait pas aller chez le médecin, c'était beaucoup plus dangereux d'aller chez le médecin que d'aller, je sais plus, chercher son pain, enfin bref, il a utilisé une formule comme ça, parce que vous allez vous contaminer. Donc ne consultez pas. Et en effet, les médecins d'ailleurs n'ont pas vu de patients à cette période-là. Et donc les ordres ont été dit, voilà, vous restez, si jamais vous avez un rhume, une grippe, un truc comme ça, quelque chose que vous identifiez comme un problème, une maladie respiratoire, surtout vous confinez, vous restez chez vous prenez un Doliprane, et si jamais ça empire parce que vous n'avez pas vu de médecin, eh bien dans ces cas-là, quand vous pouvez plus respirer, vous appelez le 15, vous filez aux urgences. Donc, donc, ce qui, en plus, si on craint une saturation hospitalière, c'est quand même l'idée du siècle, quoi. C'est-à-dire, vous limitez
le nombre d'hôpitaux habilités à recevoir du Covid à 38 sur 1500, et en plus, vous y envoyez toutes les personnes à qui vous avez dit, surtout, voyez pas de médecin avant, attendez que ça s'aggrave, et puis direction de l'hôpital. Donc on a voilà un phénomène qui est un projet de santé qui est quand même assez particulier à cette époque-là, et donc il ne peut pas faire grand-chose d'autre que en effet saturer les hôpitaux et puis faire qu'on va perdre du monde en route. Mais la façon dont tu en parles, on a l'impression qu'il s'est rien passé en fait, qu'il n'y a pas eu de Covid. Enfin, qu'il n'y a pas eu de Covid. C'est pas ça. C'est que finalement le Covid c'était pas plus important en volume que qu'une autre maladie, qu'une grippe. J'aime pas comparer le Covid et la grippe parce qu'à chaque fois on me le reproche, mais Pourtant, il faut le faire. voilà, mais qui avait pas plus de volume qu'une grippe saisonnière, quoi. Mais nous, on nous a parlé énormément de vagues. Je ne sais Oui. pas à combien on est, mais peut-être 9 ou 10 là maintenant. Donc, Je conteste toutes les vagues. C'est-à-dire que je conteste le comptage à chaque fois. Ce qui s'est passé, c'est que on n'a jamais été en train de compter quelque chose de particulier qui allait faire des dégâts dans la population, et quelque chose qui serait mesuré selon un protocole scientifique quelconque. On est en train de faire de la bureaucratie. C'est-à-dire que on est en train de sortir des statistiques, toutes les statistiques Covid, ce sont des comptages qui sont d'ordre bureaucratique. Ce qui se passe juste avant cette fameuse première vague, c'est que pour la première fois, alors je vais revenir un petit peu au début, les gens ne le savent pas forcément, mais toutes les maladies sont codifiées. Il y a ce qu'on appelle la codification internationale des maladies. Et donc, quand vous rentrez à l'hôpital, le médecin, qui ne sait pas toujours ce que vous avez, va choisir une case dans laquelle il va vous rentrer et dire c'est cette maladie-là que vous avez. La codification internationale des maladies, c'est l'OMS qui la détient. Donc c'est l'OMS finalement qui détient la nomenclature, si vous voulez, le codage de toutes les maladies qu'on peut déclarer et qui de fait maîtrise les statistiques qui seront rentrées comme étant dans les maladies. Et donc jusqu'ici, en tout cas, très souvent l'hiver, bien quand vous êtes malade de la fièvre, le nez qui coule, tout ça, vous êtes codé dans la case grippe, sans qu'il y ait plus de choses que juste votre médecin vous voit, puis vous dise bon bah il y a un état grippal. Personne vous a fait de mesures spécifiques pour savoir ce que vous aviez. On appelle ça la grippe. Mais du coup, c'est une décision bureaucratique qui découle ensuite et qui fait que tout le monde rend des statistiques de grippe. Ça fait que les statistiques remontent, ce qui permet ensuite de dire regardez, il y a plein de grippe, et ensuite d'avoir des jolies ventes de vaccins anti-grippaux, puisque tout le monde a déclaré la grippe. Bon, ça c'est donc j'explique dans le livre tout ce phénomène de codification. C'est très important parce qu'à l'hôpital, la codification de la maladie, derrière ensuite va découler le fait que vous allez rentrer avec un algorithme dans ce qu'on appelle le groupement homogène de malades. Et cet enregistrement de groupement homogène de malades, c'est ça qui décide de combien va être remboursé l'hôpital de votre passage. Donc l'hôpital, depuis la tarification à l'acte, est dans un jeu permanent de choisir dans quel code il va vous mettre, non pas en fonction de ce qui est le plus grave pour vous, de ce que vous avez vraiment, mais en fonction de ce qui va le plus lui rapporter. Voilà. À partir dès janvier 2020, il y a l'OMS qui prévient tous les hôpitaux du monde entier finalement, qui utilisent la codification internationale des maladies, et qui dit il y a un nouveau code d'urgence à utiliser, qui est le code d'urgence Covid-19. D'ailleurs, il n'y en a pas un, il y en a deux. Il y a un code d'urgence Covid-19 certifié, voilà, bon, quelle certification, un test, un truc, et puis Covid-19 non certifié, mais avec une mise en garde, attention, à des fins statistiques, surtout vous n'utiliserez que Covid-19 certifié. Donc tous les malades habituels, des maladies respiratoires qui arrivent à l'hôpital, vont rentrer dans cette case. Donc on va commencer à avoir une vague de Covid-19 qui est une vague de comptage. Ce n'est pas une vague de virus qui se répand, ça on n'a pas de mesure du tout, d'aucune sorte, de ce qui s'est passé de cet ordre-là. La mesure que l'on a, qui sont les malades Covid-19, et ensuite ceux qui seront enregistrés morts Covid-19, c'est une décision bureaucratique, c'est une vague bureaucratique. Et c'est bien ça qui se passe en mars-avril 2020, où on a des personnes qui sont malades, voilà, plus que d'habitude, visiblement les médecins n'en voient pas plus que d'habitude. On a des personnes âgées en souffrance comme d'habitude, mais qui cette fois-ci sont déclarées malades d'une maladie incurable et pour laquelle il n'existe pas de traitement, et donc la seule chose à leur proposer, c'est du palliatif.
Et donc on leur donne du palliatif, ce qui d'ailleurs nuit à leur chance de survie. À partir du moment où vous avez une personne en difficulté respiratoire que vous mettez sous palliatif, sa survie elle est très très limitée. Et donc vous avez même une bosse de mortalité. Et tous ces gens-là vont être codifiés comme étant Covid-19 sans qu'il y ait le moindre rapport avec une réelle pathologie bien définie, avec un quelconque test et tout ça. Donc le comptage que l'on voit, c'est un comptage bureaucratique. Et c'est bien ça qu'il faut faire la différence, ce n'est pas de la science, c'est de la bureaucratie. Toutes les statistiques Covid-19, c'est ça. Et la vague suivante que l'on voit, c'est ensuite l'hiver suivant, c'est la même chose. On a, comme tous les hivers, tout un tas de malades qui arrivent, comme voilà les personnes âgées notamment, et on parlait de grippe, on a la fameuse disparition de la grippe, c'est-à-dire que plus aucun médecin quasiment ne rentre les malades habituels dans les statistiques de grippe, donc on a la grippe qui disparaît, et à la place, tout est enregistré en Covid-19. Et donc vous avez une énorme anomalie statistique qui est remontée par le réseau Sentinelle notamment. Vous avez tous les hivers là un pic de grippe qui arrive, sauf à l'hiver 2020 où vous avez un truc tout plat, et ensuite ça recommence l'année d'après. Pour une raison simple. Mais vous voyez, donc là, c'est vraiment c'est encore de la bureaucratie. Les gens qui sont en difficulté respiratoire l'hiver, comme tous les ans, ne sont plus du tout considérés comme de la grippe, mais comme du Covid-19. On en retrouve l'année suivante de la grippe. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les gens sont vaccinés, on va pas tous les remettre en Covid-19, alors qu'ils sont remalades encore une fois de plus, et du coup, on les remet dans la case grippe. Et donc, cette fois-ci, on a un partage un peu équitable entre les deux, du fait que voilà, un vacciné qui tombe malade, on va plutôt le mettre cette fois-ci dans grippe que dans Covid. Mais donc on est bien dans la bureaucratie et on n'est pas du tout dans le cadre où on aurait un protocole expérimental précis sur lequel on se fonde pour faire des choses rigoureuses dans le temps et suivre vraiment les malades. C'est pas ça qui se passe. C'est du comptage en provenance des hôpitaux, piloté par des décisions de l'OMS, voilà, qui sont, je le redis, bureaucratiques. D'accord. Et est-ce que c'est ce qui explique justement ce que dans les vagues suivantes, à partir du moment où il y a le pass sanitaire, etc., où les gens sont vaccinés, il n'y a plus que des non-vaccinés qui sont Covid-19. Non, je reformule. En fait, il n'y aurait plus que des non-vaccinés qui deviennent Covid-19 parce que ce que tu nous dis, c'est que les vaccinés, eux, sont redevenus malades de la grippe, ce qu'ils n'étaient pas l'année précédente. En fait, ce qui se passe à partir du moment où il y a la mise en place du pass sanitaire, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous mettez en place le pass sanitaire, les vaccinés sont plus obligés de se tester puisqu'ils sont considérés sains, la vaccination fonctionne. Les seuls qui sont obligés de se tester, ce sont les non-vaccinés. Et donc là, vous créez un biais, c'est-à-dire que, allez, on imagine, mettons un centre fictif où le test vaudrait pas plus qu'un jet de dés. Voilà, c'est vous lancez le dé et puis quand vous faites 1, c'est que vous êtes malade du Covid-19. Vous avez un vacciné qui se balade partout et qui a pas besoin de lancer son dé. Et puis le non vacciné, lui, est obligé de se lancer son dé tous les 5 minutes. Et donc du coup, il va faire 1. Et donc, il va être déclaré malade du Covid-19. Et ça vous permet d'afficher ce que le ministère de la Santé fait, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, vous voyez, le vaccin, ça marche. Parce que les vaccinés, ils sont plus malades de Covid-19. Oui, si on les teste pas, ils vont pas ressortir positifs dans les tests. Donc c'est bien ça qui est en train de se passer. Et cette logique-là, elle a continué tout le temps. Dans les statistiques du ministère de la Santé, voilà, pour savoir si quelqu'un à l'hôpital, on allait compter comme un malade Covid-19, on regarde les tests qu'il a réalisés. Mais si on n'a pas fait le même nombre de tests chez les vaccinés et chez les non-vaccinés, on va dire que les vaccinés sont moins souvent malades, avec des guillemets, de la Covid-19 que les non-vaccinés. Parce qu'il ne s'agit pas de maladie, mais juste ce qu'on appelle des fameux cas positifs. Et alors, comment ça se passe au niveau de la mortalité ? C'est-à-dire que on a eu une surmortalité officielle à cause du Covid. Alors c'est vrai moi j'ai beaucoup entendu dire, et j'ai répété plusieurs fois sur ma chaîne que finalement les gens devenaient morts du Covid, même s'ils étaient en cancer phase terminale, que ça devenait... il suffisait de pas grand-chose. Est-ce qu'on a la même en fait anomalie statistique qui fait que, comme on enregistre tout le monde comme Covid, on a une mortalité du Covid qui est gigantesque, alors que les gens ne meurent pas de ça, Oui, en fait, pour savoir si s'est passé quelque chose, il faut regarder la surmortalité dans la population par rapport à une période de référence, et ensuite, pourquoi pas, on la compare à des morts estampillés Covid. Et on remarque qu'il n'y a absolument rien à voir entre les deux. Et puis même si c'était la même chose, même s'il y avait une égalité entre le nombre de morts estampillés Covid et la surmortalité, on ne saurait toujours pas si c'est bien le Covid qui a tué ces gens-là. Pourquoi ? Parce que
au moment où on compte du Covid, on est en train de mettre en place des mesures exceptionnelles. Et donc, alors le gouvernement évidemment fait comme si ces mesures avaient forcément sauvé des gens et que tout ça c'était positif. Mais toute mesure a, on va dire, des impacts dans tous les sens qui sont pas maîtrisés. Et en l'occurrence, on a notamment des rapports de la TIH et de Santé publique France qui nous expliquent que les mesures qui ont été choisies ont coûté la vie d'un certain nombre de personnes et le dénombre. Je prends un exemple. En mars-avril 2020, quand on dit confinement, plus personne se voit, n'allez pas chez votre médecin. Il y a au mois de mai le Santé publique France qui tire un bilan et qui dit c'est quand même bizarre. Sur mars-avril, pendant le confinement, 8 semaines consécutives, on n'a vu plus personne aux urgences cardiaques et aux urgences AVC. Comment ça se fait? Bah oui, les gens sont confinés chez eux, ils se voient plus. Et donc, ce qui sauve les gens d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque, c'est d'avoir un voisin, un ami, quelqu'un avec qui il partage du temps, qui remarque qu'il se tient le bras gauche ou bien qu'il va plus très bien dans sa tête et qui l'emmène aux urgences. Si vous coupez ce lien social, que plus personne se voit, il n'y a plus personne pour sauver les autres. Et si vous comptez, on a 600 personnes qui manquent aux urgences AVC cardiaque toutes les semaines, sur 8 semaines, ça fait 5000 morts quand même, potentiels, de gens qui auraient probablement pu être sauvés. Et sur cette période-là, il se trouve il y a une surmortalité à domicile, donc de gens isolés qui n'ont jamais été identifiés Covid-19 d'aucune sorte, et qui correspond à 5000 personnes environ. Donc, on a une trace statistique de surmortalité. On a des rapports officiels de Santé publique France qui nous disent on sait qu'on n'a pas soigné des gens et que ce sont des gens qui manquent, à moins que le Covid-19 ça guérisse des AVC et des infarctus, qui sait. Mais voilà, et donc même si on compte de la Covid sur cette période-là et qu'on a une surmortalité, il faut éplucher les rapports pour se rendre compte de quoi on parle. Et là, on parle pas du tout de gens qui sont morts à cause d'un virus, on a des gens qui sont morts à cause de l'abandon et de l'isolement. Donc il faut faire extrêmement attention. Et on a très vite fait de se dire oui, on a compté des gens en Covid et on a plus de morts que d'habitude, c'est donc que c'est le virus qui tue. Ça n'est pas vrai. Il faut vraiment regarder tout ce qui se passe. D'accord. Donc on peut pas affirmer que c'est le virus, mais alors dans un souci de balance, on peut pas affirmer le contraire non plus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement une surmortalité qui est due au virus, parce que je me rends pas compte le nombre d'AVC. Tu parles de 5000 personnes, mais la surmortalité en France a été supérieure à 5000 personnes, il me semble, non? Ça dépend des périodes et ça dépend avec quoi tu te compares. Il y a des calculs de surmortalité qui ont été faits, proposés par l'INSEE, que je conteste dans le livre. Il y a tout un chapitre qui reprend l'étude de l'INSEE qui dit, voilà, 100 000 morts, 95 000 morts du Covid en 2 ans, machin truc. Oui, c'est ça que j'avais en tête, oui. Ouais, point par point, je prends cette étude et le titre du chapitre, c'est « Ce qu'il ne faut pas faire ». Voilà. Donc ça donne un peu le ton sur ce que je pense de la méthodologie employée. Avec les statistiques, le problème, et ce qui en fait le charme aussi, c'est que si jamais vous choisissez un angle de départ, vous pouvez choisir toutes les comparaisons que vous faites et toutes les statistiques que vous voulez, de façon à coller à ce narratif. Pour moi, c'est ce qui a été fait dans cette étude-là. Et en l'occurrence, c'est une étude qui prend des décisions qui ne sont absolument jamais prises dans les autres études de l'Institut. Je prends un exemple. On veut étudier le nombre de morts de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui s'est passé les années précédentes. Et je dis bien les années précédentes. Quand on fait le choix de ne se comparer qu'à une seule année, par exemple, là, du coup, on introduit un biais, surtout quand c'est l'année à laquelle on se compare, c'est l'année 2019, qui est l'année la moins mortelle de toute l'histoire. Donc, on ne fait pas ça. On se compare à plusieurs années de façon à évaluer ce que pourrait être la surmortalité de 2020. Voilà, toi qui as fait des maths, tu sais, le nombre de décès, alors il augmente tous les ans à cause du nombre de personnes âgées, mais il a des variations, ce qu'on appelle du bruit en statistique. Voilà. Et dans le bruit, il se trouve que l'année 2019 est extrêmement basse. Donc dans l'intervalle de confiance, il faut toujours mettre un intervalle de confiance, on ne peut pas se comparer qu'à 2019, on se compare avec les autres années du passé. Et quand on fait ça, on trouve qu'en 2020, il ne s'est pas passé grand-chose. Notamment en 2020, en termes de mortalité, c'est pareil que 2015. Et même une fois qu'on a dit ça, on peut tout à fait trouver qu'au sein de l'année, on voit bien des périodes où il y a des gens qui meurent plus, notamment en mars-avril 2020, mais on ne peut pas faire le choix de dire ça, c'est la cause du virus. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut regarder les conséquences de tout ce qui a été fait à ce moment-là. Donc, combien il y a de morts? Combien y aurait-il de morts du virus? Je n'en sais rien. Je n'ai trouvé aucune période dans aucun pays où je puisse affirmer avec certitude, voilà, ça, c'est un virus qui tue, plutôt que ça, ça c'est la conséquence des choix qui sont mis en place.
Il se trouve qu'il y a des pays qui n'ont aucune surmortalité d'aucune sorte. Certains qui sont nos voisins, certains qui ont des surmortalités mais à d'autres moments bizarres. Je prends l'exemple le plus marquant, si on prend mars-avril 2020, il y a nos voisins allemands qui mettent en place quasiment rien, de petites recommandations de rester chez soi, mais pas grand-chose, et qui n'ont, on va dire, aucune surmortalité sur la période. Ce qui tranche beaucoup avec la France, la Belgique, l'Espagne ou le Portugal. Bon, et France, Belgique, Hollande, tous ces pays-là, ils entourent l'Allemagne. Donc c'est assez étrange d'avoir un îlot sain, voilà, c'est la bière et le pain noir, je suppose, qui protège du Covid. C'est pas normal. Et que, en plus, en France, comme je dis, on arrive à attribuer ou à comprendre les vies qu'on a perdues à cause des mesures. Donc c'est la comparaison dans le temps et la comparaison avec les autres qui doivent nous permettre d'affirmer quelque chose. Et quand je fais ça, quand je télécharge tous les pays européens, que je regarde sur longue période, que j'analyse la forme des courbes et que je compare par rapport aux gens qu'on a perdus à cause des mesures, le problème c'est qu'il ne me reste rien dans la mortalité. Peut-être que ça tue des gens, peut-être que voilà, quelque chose circule qui tue des gens, mais si c'est le cas, c'est invisible dans la mortalité générale. C'est-à-dire que ce n'est pas différent de l'habitude. D'accord. Et puisqu'on est sur les chiffres de mortalité, il y a eu beaucoup de bruit qui a été fait après le Covid, justement, en se demandant, mais parmi tous les morts, il y a combien de gens sont vaccinés, en fait? Est-ce qu'il y a une surmortalité des vaccinés? Est-ce que c'est la même chose? Enfin, quelle représentation? Et j'avais reçu ici un épidémiologiste et lui n'arrivait pas à avoir ces chiffres-là. Est-ce que toi, c'est des chiffres? Oui, voilà, Laurent Toubiana. Est-ce que toi, tu as d'autres chiffres? Est-ce qu'on a pu réussir à savoir ce qui se passait ou est-ce que c'est quelque chose où il y a toujours une omerta là-dessus? Il y a toujours une omerta, et donc oui, Laurent Toubiana a demandé plusieurs fois, on a demandé auprès de la ministre, auprès de la CADA, ça nous est toujours refusé d'obtenir ces chiffres. La question est simple, est-il vrai de raconter aux gens que le vaccin protège que quelque chose, et donc que les vaccinés mourraient moins, toute chose égale par ailleurs, que les non-vaccinés? Si jamais il y a une hécatombe, un virus mortel qui circule et qu'on a un vaccin sûr et efficace, alors le taux de mortalité des vaccinés est forcément inférieur à celui des non-vaccinés. Et, petit bonus, si le vaccin est parfaitement sûr, alors il n'existe aucun rapport statistique entre une date de vaccination et une date de décès. C'est-à-dire que voilà, des gens qui meurent le lendemain de leur vaccin, ça arrive statistiquement. Voilà, on a 600 000 morts par an, ça veut dire on a 2000 morts par jour en France. Bon, ben voilà, il peut arriver que vous mouriez le lendemain du vaccin ou 5 jours après. En revanche, si on se rendait compte qu'il y a une date, je sais pas, mettons 7 jours après, et là on voyait pas 2000 morts à cette date-là, 7 jours post-vaccination, mais qu'on voyait 10 000, là on aurait un fort indice de causalité, de corrélation entre les deux événements. Oui. Donc il y a des statistiques à regarder qui sont d'ordre de la santé publique, qu'il faut absolument vérifier, et ça n'est absolument pas fait. Surtout personne ne veut aller regarder ce qui se passe de cet ordre-là. Mais je découvre pour le Covid-19 que personne ne veut regarder, mais en fait c'est le cas pour la totalité des médicaments, et en particulier de tous les vaccins. Il n'y a aucune statistique de cet ordre-là qui est faite. Donc Alors, attends, juste une seconde, là on va prendre un petit moment entre parenthèses. J'ai entendu que tes enfants étaient vaccinés, pas forcément Covid-19, mais d'une manière générale, t'es pas anti-vaccin. Je préfère moi, je n'avais aucun a priori, et moi, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai suivi les recommandations de mes médecins pour mes enfants, qui ont reçu non seulement tous les vaccins obligatoires, mais plein de rabs. Donc, ils en sont au moins 14 chacun. D'accord. Non, mais voilà, je préfère le souligner pour qu'on ne soit pas taxé tout de suite d'anti-vax ou de... Moi, j'ai même pas de problème avec le terme anti-vax. Je m'en fiche d'être anti-vax ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est la donnée. Existe-t-il aujourd'hui des données qui nous permettent de dire, voilà, on a vraiment vérifié la sécurité de tous les médicaments et de tout ce qui est proposé? En tant que statisticien, je suis atterré et je suis tombé de ma chaise, étant persuadé que tout cela était tellement suivi, parce qu'a priori, on vaccine quand même tous les enfants, qu'il y avait des tas de choses solides sur le sujet. Je découvre qu'absolument personne n'a jamais regardé s'il existait ou pas une corrélation entre une vaccination et une date de décès, même pour les gamins. Alors que franchement, il n'y en a pas pour plus d'une demi-journée avec les statistiques disponibles au sein de l'assurance maladie, quoi. Et le fait que personne n'ait jamais regardé, qu'il n'y a pas de papier qui circule, juste pour se dire on a bien vérifié, vous inquiétez pas, il se passe rien, c'est étrange quand même. Enfin, en tant que statisticien, je suis profondément choqué. Et donc du coup, voilà. Donc ça n'existe pas non plus pour la Covid-19, alors que bon, tout est là à notre disposition, on n'arrive pas.
Donc on n'a pas cette donnée de savoir si il y a vraiment une sous-mortalité des vaccinés ou si on trouverait l'inverse. En revanche, du coup, moi, ce que j'ai fait, avec les données dont je disposais, j'ai le nombre de décès tous les jours, enfin toutes les semaines, plutôt j'ai pris les semaines, disponibles sur Eurostat pour tous les pays d'Europe. J'ai même la population, ce qui me permet de calculer un taux de mortalité toutes les semaines, et je regarde les variations de ce taux de mortalité. En face de ce taux de mortalité qui évolue dans le temps, eh bien, ils nous mettent à disposition aussi toutes les doses de vaccins distribuées aussi par tranche d'âge. C'est sur un site qui s'appelle le CDC, donc on télécharge, et moi, j'ai fait bêtement, on met les deux courbes l'une en dessous l'autre pour voir ce qui se passe. Et là, on est très surpris de voir qu'il y a des vagues de mortalité, de surmortalité pendant les périodes de vaccination. Voilà. Alors attention, corrélation n'est pas causalité. Mais on a quand même une pharmacovigilance qui est extrêmement alarmante partout, dans tous les pays, que ce soit la NSM en France, EudraVigilance au niveau européen, le VAERS aux États-Unis, où on a énormément de remontées, bien plus que sur tous les autres produits. Et on a en plus des vagues de mortalité à ce moment-là. Et on a même, j'ai travaillé avec notamment Euseb qui participe au livre, qui a fait d'autres travaux ensuite pour caler la mortalité sur d'autres périodes et mis en place d'autres modèles. On a aussi des modèles qui marchent très très bien avec une mortalité, je crois, au bout de 3 semaines, je crois. Donc une hausse de mortalité au bout de 3 semaines. Donc on a absolument tous les éléments qui sont là, qui nous disent ça va pas, il se passe vraiment quelque chose d'étrange, et donc il faut alerter les autorités de façon à ce qu'elles vérifient ce lien entre mortalité et vaccination de manière honnête avec les bases de données dont on a, et on obtient un silence assourdissant, un refus total d'aller creuser la question et même de nous fournir les données correspondantes. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tout un tas d'indices qui sont peut-être le pur fruit du hasard. Il se trouve que le hasard fait que les gens meurent en pleine période vaccinale. Bon, voilà. Comme les statistiques sont parfois taquines, puis que ça marche pour quasiment toutes les tranches d'âge et tous les pays d'Europe. Mais on ne peut rien affirmer de plus qu'on a ça, en même temps qu'une pharmacovigilance qui est alarmante, et puis les autorités qui nous refusent l'accès aux données. Mais on ne demande même pas les données, on demande qu'ils fassent les travaux. Voilà. Faites donc les travaux pour vérifier. Et ça, on a un refus total. Et c'est surprenant quand même, parce qu'on n'a pas... Qu'est-ce qui fait qu'on a comme ça des gouvernants qui tout d'un coup se mettent d'abord à nous faire très peur avec le virus, alors que c'est pas forcément... moi, je comprends parfaitement les premières semaines qu'un gouvernement panique parce que ça arrive de Chine, on voit pas trop comment ça arrive, et on ne sait pas si c'est pas la peste bubonique, quoi, parce que les Chinois ne racontent pas énormément de choses, quoi. Ils gardent ça très secret pour eux. On voit que ça arrive chez nous, on se dit, mon Dieu, on va peut-être se retrouver avec une invasion zombie. Donc je comprends qu'à ce moment-là, on dise, hop, je confine, je regarde pendant 3 semaines ce qui se passe, et puis après, on verra. Mais qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'après, on a toujours, en fait, ça qui dure pendant 2 ans? On nous ressort du Covid-19 pendant 2 ans. On l'arrête un tout petit peu juste avant les élections, voilà. Et puis maintenant, maintenant, on est parti sur autre chose. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Mais la période Covid-19, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Et puis après, pas de pas de chiffres comme ceux que tu demandes, pas assez de statistiques, pas assez d'études, etc. Qu'est-ce qui explique ça? Plein de choses. Déjà, comme je l'ai dit, les gens étaient vraiment très intéressés par cette histoire de Covid-19, donc il y avait une envie de la population, une population qui s'emmerde, ouais. Qui sait pas trop quoi foutre de sa viande, et qui est en plus bercée depuis très longtemps par des téléfilms, des émissions, des films sur la fin du monde et les invasions de zombies, comme tu le dis. Mais il y a énormément même des jeux de société, le jeu Pandémie, le jeu The Plague, Plague Inc. sur PC, qui en a beaucoup qui ont joué. D'ailleurs, les suivis d'épidémie Covid-19, là, avec les cartes, tout ça, ressemble énormément à ces jeux-là. Donc c'est vraiment le même principe qui a été repris, où les gens adhéraient déjà. Walking Dead, etc. Donc finalement, cette histoire de virus tueur qui se répand, c'est quelque chose qui fait partie de la culture des gens, et auquel les gens ont été habitués, ont été acculturés, et donc ils croient à ce principe et que ça va leur arriver. Et donc ils y sont extrêmement réceptifs, attentifs. Et puis la peur, c'est une arme qui est complètement folle. Et une fois que tu as réussi à faire peur aux gens, derrière, à la fois ils en sont friands, mais ils continuent de vouloir avoir peur. Et puis ensuite, ils vont accepter tout ce qui va leur arriver.
Et donc voilà, il y a une responsabilité qui est collective sur le fait d'avoir recherché cette peur, de l'avoir voulu, d'y s'y être intéressé. Il y a une responsabilité médiatique qui s'est dit oh merde, vous avez regardez comme on intéresse les gens. Ouh. Enfin les différents médias, les journaux, ils ont jamais vendu autant de papier que pendant cette période-là. Donc ils ont trouvé un gain d'intérêt. Donc c'est bien parce qu'il y avait les gens en face. Donc la mayonnaise a pris. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, ils ont réussi à foutre la trouille aux gens avec une mayonnaise qui prenait. Et puis surtout, ce qui a permis le bordel complet, ça a été de ne pas faire comme ils avaient fait comme H1N1. Voilà, j'en parle dans le livre, mais c'est pas la première fois qu'on vit une escroquerie pardon pour le terme, de ce genre-là. Il y a eu l'escroquerie H1N1, donc il y a une vraie escroquerie. Il y a un rapport du Sénat dessus que tout le monde peut lire et qui dénonce vraiment les problèmes qu'il y a eu avec voilà les Ferguson, Flao, Delfrécy qui avaient déjà à l'époque sévi en annonçant la fin du monde. Tout ça, avec l'OMS qui a changé ses définitions au dernier moment, histoire de pareil essayer de partir sur le principe de pandémie. OMS qui est taxé de corruption dans le rapport du Sénat, et le rapport du Sénat dit que ça ne fait qu'empirer, et ça n'a fait qu'empirer. Donc tout est très clair à l'intérieur, sauf que le rapport du Sénat nous dit si finalement l'histoire H1N1 n'a pas pris, c'est parce que les médecins de ville, finalement, quand ils ont reçu leurs patients chez eux, ils ont vu qu'ils étaient malades comme d'habitude, ils leur ont donné les mêmes granules que d'habitude, et puis il s'est rien passé. Et donc la décision qui a permis vraiment de foutre le feu aux poudres et de faire prendre la mayonnaise, ça a été cette interdiction pour les médecins de ville, finalement, de voir leurs patients et de soigner leurs patients. De concentrer tout ça dans 38 hôpitaux, de façon à faire des belles images pour dire regardez c'est saturé, les gens meurent dans les couloirs, enfin bref, c'est l'hécatombe. Et donc de construire finalement cette histoire, mais vraiment sur la base de on a compris ce qui n'a pas marché dans H1N1, voilà. On interdit aux médecins de soigner, ils vont pas pouvoir faire leur taf, et dans ces cas-là, la mayonnaise va pouvoir prendre. Donc c'est à cette décision-là que je ne sais pas d'où elle vient. Je parle beaucoup dans le livre des cabinets de conseil qui ont géré à la place du Parlement et du gouvernement toute cette période pandémique. Donc c'est-à-dire que la France, comme de nombreux pays, était pilotée de l'extérieur par des cabinets qui ont des fortes accointances avec des laboratoires pharmaceutiques et des puissances financières américaines. Donc voilà, on est piloté depuis les États-Unis, pas depuis le gouvernement, mais par des puissances financières américaines et qui prennent tout un tas de décisions. Donc, à partir du moment où l'engrenage est lancé, la folie est lancée, les gens jouent le jeu. En plus, en France, le confinement, ça a été tout le monde payé, rubis sur l'ongle, avec le chômage partiel, ce genre. Donc, évidemment, c'était pas très cher d'adhérer au truc. Il faisait beau dehors en avril. Ceux qui avaient un jardin pouvaient envoyer des gosses jouer dehors. Les plus chanceux d'entre nous. D'autres esquillaient pour envoyer les gamins jouer dehors quand même. Enfin bref, il s'est pas passé quelque chose de franchement atroce et de très mal vécu par la population. La population avait peur, elle était très contente de se réfugier derrière les sauveurs qui, voilà, je reste chez moi, je sauve des vies, hein, voilà. C'était pas très cher d'être un héros. Il suffisait de commander chez Uber et de regarder la télé, bouffer des chips. Et donc, la population ne s'est pas rebellée vis-à-vis de ça. Et à partir du moment où elle est rentrée dans ce narratif, c'était pas facile d'en sortir en se disant quand même, j'ai profité du système, on s'est foutu de ma gueule et il s'est pas passé grand-chose. Donc le narratif a tenu. Il a tenu jusqu'à. Alors l'été, ça s'est calmé, ça a repris en octobre, mais c'est pareil. On a avec l'histoire de tous les patients grippaux qu'on a fait balancer en Covid, etc. Et donc voilà, il y a donc le gouvernement, comment ça a tenu? Déjà une mayonnaise qui se lance, le gouvernement qui se présente comme étant les grands sauveurs. Ils font que suivre les directives des cabinets de conseil. Mais la population qui a peur, qui appelle le chef au secours, et puis le chef qui est là et qui est très content qu'il y ait une crise de façon à justifier sa place pour dire qu'il va bien s'occuper de nous. Donc finalement, c'est un système assez classique, d'un truc qui monte en mayonnaise, d'une espèce de trouille, et puis d'un système qui s'emballe finalement, j'ai envie de te dire. Bon. Eh bien, Père Chaillot, merci pour cette interview. Je rappelle ton livre, donc Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, qui est aux éditions L'Artilleur, et je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller l'acheter chez l'éditeur. Et puis je rappelle aussi ta chaîne Décoder l'écho, qui est une chaîne YouTube sur l'économie. Et le Covid-19 depuis 3 ans. Et le Covid-19 depuis quelques temps. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette interview. Merci à tous ceux qui
Tous les bénéfices du livre ne sont pas pour moi, ils iront directement à la fondation Où est mon cycle pour qui aide les femmes qui ont eu des effets indésirables graves suite à la vaccination et notamment qui ont des problèmes menstruels, donc c'est-à-dire soit qui n'ont plus de règles du tout et du coup qui ont des gros problèmes de fertilité ou bien qui ont des règles très abondantes et c'est la même chose. Donc le but de cette association, c'est de permettre aux femmes de libérer leur parole de façon à ce qu'elles puissent s'exprimer, dire qu'elles ont eu des problèmes, de façon à permettre à tout le monde de savoir qu'il y a un grand nombre de personnes qui a eu des soucis. Deuxième chose, ce sera évidemment de les aider, de leur permettre de retrouver une vie normale, ce qui est la moindre des choses. Et 3, de commencer à réfléchir à comment demander la réparation aux responsables de tout ça. Donc voilà, tous les bénéfices iront à cette association-là. Eh bien, merci de cette précision. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.